Claude, merci d'avoir accepté de passer ce petit moment avec moi sur Prem Lab. Un plaisir. La première chose que j'ai envie de te poser, tu sais, même pas envie, j'ai envie de poser ça comme ça. Tu es une légende absolue, tu sais, du football. Tu es une légende absolue, tu as une position qui porte carrément ton nom. Est-ce que tu trouves que ce que tu as donné au football a été assez valorisé encore aujourd'hui? Oui, je pense, la manière dont les personnes parlent de ça dans l'évolution du football au niveau du milieu de terrain. Donc c'est un honneur pour moi d'écouter ces éloges et de donner un chemin à pas mal de jeunes parce que c'est vrai que le football de notre temps a changé. Avant c'était les grands gabarits, on exigeait beaucoup de les petits gabarits. Donc il y a eu beaucoup d'exemples, pas que avant Barcelone parce qu'il y avait des petits gabarits, mais bon voilà, eux ils ont repris la donne, et ils ont fait exploser ce côté-là. Mais bon, nous on a commencé bien avant, donc on était obligé de s'adapter à un football qui était différent. Mais bon, ouais, c'est une fierté que j'ai mis cette possibilité pour que tout joueur de grande catégorie, petit gabarit, puisse avoir sa chance dans le football professionnel. Pour la petite anecdote, tu sais, là tu vois, je te dis ça comme ça, même si on se connaît depuis un moment, j'étais absolument, mais absolument fan de toi étant petit. J'étais plus grand en taille, Ouais. mais je trouve que ton jeu, tu vois, ta protection de balle, ces projections vers l'avant, tu vois, c'était vraiment quelque chose que je trouvais d'exemplaire. Et il faut que tu me dises, parce qu'en fait, à la base, t'es ailier, Oui. J'ai fait tous les postes. tu vois. J'ai fait tous les postes. C'est vrai que j'ai commencé en tant qu'attaquant. Numéro 10, je suis passé ailier, je suis passé milieu de terrain, j'ai joué défenseur aussi, des fois, j'ai joué latéral. Non, j'estime que le football, souvent, nos éducateurs nous positionnent sur un poste où des fois, ce n'est pas un poste naturel au niveau de nos qualités. Donc, beaucoup d'entraîneurs changent la donne. Donc, j'ai compris une chose dans le football, même quand j'ai commencé à éduquer les jeunes, souvent ils ne jouaient pas leur poste naturel. Donc, pour leur convaincre de changer le poste, faut les mettre à l'épreuve pour qu'ils voient d'eux-mêmes qu'ils sont plus à l'aise dans ce genre de poste-là. Parce qu'on parle souvent des attaquants, des joueurs offensifs, mais des joueurs défensifs aussi, c'est très important dans une équipe, c'est la base. C'est clair, Voilà. c'est clair. Donc c'est pour ça que souvent j'analyse énormément, je vais très loin, je veux dire dans le background du jeune joueur pour savoir déjà est-ce qu'il a la capacité de supporter pression, il a la capacité de supporter ses ambitions, c'est toutes ces choses-là. Je ne parle pas que footballistique, je parle de l'homme d'abord. Totalement. Et je pense que pour qu'un jeune joueur puisse progresser, il faut connaître son background. C'est très très important. À partir de là, tu peux avoir une plateforme pour lui pour qu'il puisse progresser dans de bonnes conditions et pas être stressé, pas être en avance. Et c'est pour ça que bon, j'ai beaucoup évolué dans ça. Ouais, j'adore faire ça parce que c'est dans ma nature. Et en parlant de background, tu vois, tu me fais une passe D. Tu me fais une passe D directement. L'influence footballistique chez les Makelele, elle vient bien sûr de papa. Oui. Hein, Oui. qui a joué au plus haut niveau même, carrément. Ouais. Est-ce quelque chose qui a été imprégné du sens, il y avait des discussions, ou c'est plutôt quelque chose que tu as vu de tes propres yeux et qui t'a donné envie de faire? Non, moi et mon père, on n'a jamais parlé de football. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours joué au football. Je pense qu'il a été lucide de me laisser évoluer à ma manière. Mais à partir du moment où j'ai pu intégrer le côté professionnel, je ne parle pas au niveau de l'équipe première, mais dans un centre de formation, je pense que c'est là où il a compris que bon, c'était une décision que je voulais faire et il savait qu'on ne pouvait pas baser les études, parce qu'à ce niveau-là, on doit choisir. On ne peut pas faire les deux. La plupart qui font les deux, c'est que bon, c'est les infrastructures de maintenant. Totalement. Nous, à notre époque, on n'avait pas le choix. C'était ou l'autre ou ça. C'est clair. Donc, c'est là où il est venu. Il m'a tout simplement dit que bon, voilà, tu veux ce métier-là, c'est un métier d'abord. C'est pas que du plaisir. Donc, c'est un travail. Donc, il commençait à me donner les codes tout doucement. D'accord. Parce qu'on ne peut pas donner toutes les informations à un jeune qui n'est pas préparé à... Donc il faut qu'il subisse et corriger derrière.
Donc bon, après c'était mon père, hein, donc j'étais plus à l'écoute. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui connaissait le football par cœur, qui était un vrai technicien dans la vision, dans l'esprit d'anticiper, de savoir ce qui va arriver. Donc il m'a inculqué toutes ces valeurs-là. De ce que je suis, c'est les valeurs qu'il m'a inculquées. Et l'influence de la grand-mère et de la maman, parce que tu le rejoins plus tard, hein, parce que papa lui est à l'étranger. Oui. C'est quoi tu vois, ce lien que tu tisses? Est-ce que, bien sûr, les cultures africaines sont un petit peu différentes, hein, dans les attaches. Mais quelle était l'importance de ces deux femmes dans ta vie? Les mamans restent toujours à leur place. Ne passe pas la ligne. Tu sais très bien comment sont nos parents. Hein, donc il y a la ligne de la maman, il y a la ligne du papa. Donc la maman passe jamais la ligne du papa. Donc surtout dans ce métier-là où papa c'est un spécialiste de ça, donc sûr. La maman elle reste à sa place. Elle reste à sa place. Donc non, il y avait le côté famille, maman avec tous ces contextes-là, mais côté footballistique, non, j'étais beaucoup plus en lien avec mon père. On était comme des jumeaux, quoi. D'accord. Ouais. On n'avait pas besoin de se parler, on se regardait et puis on échangeait. Moi j'étais toujours à l'écoute parce que bon, c'est vrai qu'un enfant écoute toujours mais pas à 100%. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est vrai que je me disais, même là je me disais, c'est vrai que imagine que j'aurais écouté à 100%, peut-être que j'aurais fait une carrière encore beaucoup plus différente. Là c'est genre un truc que tu balances comme ça, mais parce que ta carrière, tu penses pas qu'elle est déjà énormissime? Non, je dis pas que j'ai pas fait une bonne carrière. Au contraire, c'est une fierté. C'est une fierté surtout pour avoir mis son nom, le nom de mon père dans les élites du football mondial. Ça, c'était une fierté pour moi. C'était quelque chose que je me devais de faire et de lui rendre honneur. Et je sais que là où il voit ça, c'est une fierté pour lui parce que ça reste un patrimoine. C'est clair. Donc ce patrimoine-là, il fallait que je l'élève au niveau que de son rêve à lui, pas du mien. Ah non. Voilà. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a le rêve des parents, mais il ne faut pas lier les deux ensemble. Parce qu'on vient au monde pour son rêve personnel. Voilà. Maintenant, je suis en train de réaliser mon rêve personnel. Voilà. Donc, ton rêve, donc c'est-à-dire que la carrière de footballeur n'était pas ton rêve personnel? Non, parce que j'ai la capacité à faire mieux que ça encore. C'est en moi, je le sens, je le vis, je le transpire. Donc, et je suis quelqu'un de très patient, je ne suis pas pressé. Je sais que ces choses-là viennent au moment voulu parce que quand ça ne vient pas, je pense que le bon Dieu fonctionne comme ça. Quand tu l'as pas, c'est qu'il te prépare dans de bonnes conditions pour que ça soit beaucoup plus facile et pour que tu puisses développer dans de bonnes conditions pour pas avoir ce genre de négativité, de barrage, tout ça. Tout. Donc oui, il n'y a pas d'âge pour ça. Alors tu penses que si tu n'avais pas réussi, est-ce qu'il y avait genre une certaine pression du fait que, bien sûr, papa était un footballeur, vous en discutiez peu, mais tu as quand même fait une carrière énorme. C'est-à-dire que le moment de cette pression que toi tu as sur les épaules, parce que c'est son rêve à lui, est-ce que tu l'as ressenti tout au long? C'est quelque chose qui était pesant? Non, parce qu'il me le faisait savoir indirectement, sans pousser. C'était quelqu'un de très intelligent, très subtil, sagesse, humilité. Donc il ne voulait pas mettre son fils en difficulté. Mais je n'ai pas vu mon père jouer. Donc j'entends à droite, à gauche, oui. Peut-être que si je l'aurais vu jouer, je me serais mis la pression directement. Donc je ne l'ai pas vu jouer, donc c'est ce que j'entendais. Donc j'ai voulu faire ma carrière pour me satisfaire, parce que je mettais des ambitions assez haut, sans me rendre compte. Hein, parce qu'on se rend compte toujours après la carrière de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a véhiculé. Et c'est maintenant que je vois les fruits de ce que j'ai fait. Mais je le faisais avec le cœur parce que j'aimais ça. Ouais. Voilà. Parce que dans ce genre de métier, il faut faire avec de l'amour. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. Ce sport est amour. Si tu ne mets pas l'amour autour, ça va être un combat. Je ne dis pas que tu ne vas pas réussir, mais ça va être des situations difficiles. Et si tu n'es pas préparé pour personne n'est préparé pour les situations difficiles. Mais il faut avoir des gens autour qui peuvent
vous aider à se développer dans de bonnes conditions. Mais le football, je pense que c'est le sport le plus ingrat au monde. Aujourd'hui, tu es bon, demain, tu n'es pas bon et tu te fais haïr. Donc, voilà. Et cet héritage, parce qu'on parle, tu vois, on connaît Claude Makélélé qui joue en équipe de France, mais tu as un héritage qui est très très fort de l'Afrique, hein, congolais. Aujourd'hui, tu es à la CAN, tu vois. Oui. Est-ce que, à un moment donné dans ta jeunesse, le Congo était une possibilité? Mais ça a toujours été une possibilité à la base. Ah oui? Ça a toujours été une possibilité. Après, je ne vais pas raconter l'histoire. C'est vrai que bon, je vais juste dire une anecdote. Quand j'ai commencé à jouer, mon père, pour son rêve à lui, il fallait que je joue chez les Léopards. Voilà. Donc quand j'ai atteint l'équipe première de Nantes, j'ai commencé à jouer. Donc mon père, il a alerté l'équipe nationale. Écoutez, il y a mon fils, prenez-le tout de suite. Non, mais il n'est pas encore prêt, donc bon... T'avais quel âge? Bon, j'avais 18 ans. 18 ans. Non, il n'est pas encore prêt, on va attendre, donc bon, voilà, après, il y a l'équipe de France qui s'est proposée tout de suite, eux, ils n'ont pas attendu, donc à partir de là... Ils ont compris, ils ont compris. À partir de là, je vais faire un choix, donc faut pas le nier, je suis français quand même, d'origine congolaise, mais bon, ils m'ont donné la base, ils m'ont donné la possibilité, donc ça, je ne peux pas le nier, donc j'ai opté pour l'équipe de France parce que j'ai attendu, la RDC ne venait pas, donc j'ai fait un autre choix. Donc si la RDC était venue, tu aurais joué pour la RDC? Ah, je pense, dans le choix où mon père il aurait insisté que j'aille là-bas, je l'aurais fait parce que lui il sait, quand tu me dis quelque chose, en général, il s'avérait la vérité, quoi. Et cette personnalité, Claude, cette personnalité de... J'ai pas envie de dire le terme chien fou, parce qu'au milieu de terrain, des fois, tu dois être un petit peu agressif, tu sais. T'es quelqu'un d'extrêmement gentil. Mais sur le terrain, on a pu entendre, tu vois, par exemple, cette fameuse phrase « Petit, tu t'amuses pas avec moi » en parlant de Ronaldinho, et ce genre de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que quand on te connaît un peu plus et qu'on fait l'analyse, sur le terrain, on pouvait sentir cette malice et cette agressivité d'un joueur qui n'était pas là pour rigoler? Non, mais c'est ce que je disais, c'est un travail. Tu sais, nous, on a évolué avec des très, très grands joueurs à nos côtés, contre eux. J'ai appris de ces grands joueurs-là. C'est vrai que nous, joueurs, quand on est amené à jouer une compétition, il y a un adversaire tellement talentueux en face de nous. On est inquiet, on est intimidé. Et j'ai jamais eu ce complexe-là parce que, pour moi, c'est apprendre. Apprendre devant ces grands joueurs-là, même s'ils me dribblent 17 fois, mais la 18e fois, je vais commencer à comprendre ses mouvements. Voilà. C'est comme ça que j'ai évolué dans mon... Je négligeais pas que ces difficultés-là, j'allais les avoir, mais j'allais au-devant de ces difficultés-là. C'est ce qui m'a permis d'avoir la capacité de lire le jeu, de lire les moments forts, les moments faibles, parce que dans ce poste de milieu de terrain, c'est pas que d'être physique, c'est pas que... Le football, c'est de l'intelligence. C'est clair. C'est ce que je disais, un petit va plus s'adapter dans les moments difficiles, à se mettre entre les lignes, parce qu'il ne veut pas aller au contact, parce qu'il n'est pas préparé. Donc c'est que de l'intelligence. Après, on adapte ça avec le physique, qui fait qu'on devient beaucoup plus performant. Mais le football, c'est une histoire de mouvement, tout simplement, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est vachement intéressant dans ton analyse, c'est que en ayant joué à tous ces postes avant de redescendre au milieu de terrain, est-ce que ça n'a pas été justement, en fait, pour toi, une carte en plus, justement, d'avoir tous les codes du fait d'être, quand tu es attaquant, bah, tu as moins de temps, tu vois, les joueurs sont dans ton dos. Là, tu as le jeu vers l'avant, tu peux te projeter. En plus, tu sais dribbler, tu sais protéger. Donc, en fait, tu étais le joueur complet au milieu de terrain. On ne s'en rend pas compte, mais en réalité... Je suis devenu complet. C'est vrai que souvent, on fait des erreurs. Et puis, je vois, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très intelligents. Notamment, j'ai eu la chance de discuter avec Guardiola. On a discuté de ça. On a tous compris qu'un joueur a la capacité de jouer 3 postes. Ah oui. À partir du moment où le joueur a la capacité de jouer 3 postes, tu fais un système de jeu de permutation. Et c'est ce qu'on faisait nous à Nantes. À partir du moment où l'adversaire ne voit pas qu'un joueur voit 3-4 chargeurs, donc s'ils ont un système basique, mais ils ne savent pas à qui prendre. C'est clair. Donc c'est un mouvement permanent avec les qualités individuelles. À partir du moment où tu as ça, tu as cette base-là, tu as beaucoup plus de chances de gagner un match. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'en général, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le boulot que j'ai fait beaucoup à Chelsea, il y a des joueurs qui ne jouaient pas leur poste. Donc j'ai essayé de les convaincre de changer de poste pour s'épanouir d'abord. Et après, c'est toujours le choix du joueur. Mais il faut leur faire comprendre aussi que ça va déterminer sa carrière à long terme. C'est clair. Et oui, ça a marché parce que la plateforme a été très intéressante et on a fait développer beaucoup de jeunes qui sont devenus de très bons jeunes et qui jouent dans des grands clubs. Maintenant, pas qu'à Chelsea. Ils ont pu être vendus et continuer leur carrière. Parce que j'estime que la plupart des jeunes, quand ils sont dans un club, ils sont entêtés à vouloir réussir dans ce contexte-là. Des fois, ce n'est pas un contexte pour eux. Ils viennent pour se développer, pour réussir ailleurs. Ça a été mon cas. Donc j'ai passé des étapes pour aller réussir et me confirmer dans d'autres pays. C'est clair. Et puis avoir un retour positif. D'ailleurs, raconte-moi un peu le saut. Le grand saut dans le grand bain. Tu vois, d'arriver au Real Madrid. Avec un vestiaire bombé de stars. Et toi, en fait, tu arrives de France. Tu as un club qui n'est pas forcément, on va dire qu'on prend le top 5. À l'époque, oui, parce que vous avez gagné. Ouais. Mais aujourd'hui, n'est pas forcément une référence dans le sens quand tu penses, tu parleras peut-être plus du PSG, de Marseille. Mais comment tu t'adaptes? Comment tu fais? C'est pas une question d'adapter. J'ai appris une chose, c'est qu'entre... Après, c'est les médias qui font... Celui-là, c'est un grand joueur, celui-là, c'est un grand joueur, celui-là, c'est un grand joueur. Hein. Des fois, c'est erroné. Voilà. Entre grands joueurs, on se connaît. Le visuel, le jeu, dans le jeu. Donc, à partir du moment où ton nom est un peu bas que les autres, parce qu'il y a côté sponsoring, côté business, mais les vrais joueurs se reconnaissent. Se donne ce côté d'amitié, ce côté de respect. Voilà. Donc je savais, j'étais pas moindre qu'eux, mais je savais que j'étais au même niveau. Mais voilà, c'est le respect au niveau de visuel, quoi. Ça veut dire on se voit, on se check, on sait qui tu es, je sais qui tu es. Voilà. Et ça se représente sur le terrain, tout simplement, c'est naturel. C'est des choses qui se passent sur le terrain. Donc à partir de là, j'ai gagné ma place dans ce côté-là, parce que ce que je faisais sur le terrain, c'était aussi du même niveau qu'eux. Donc à partir de là, il y a un respect mutuel, tout simplement. Quoi. Ça doit être comme ça, naturel. Totalement. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup plus de difficultés. Mais c'est très difficile de s'adapter au Real Madrid. Pour moi, ça reste quand même la référence mondiale. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Quand on n'est pas préparé, je pense qu'il ne faut pas mettre les pieds là-bas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on parle de référence mondiale, donc on peut aussi parler des joueurs qui sont dotés de qualités énormes. Tu as joué avec Ronaldo, tu as joué avec Morientes, Raoul, Zidane, Figo. Comment, en fait, tu sais, tu as cette personnalité très très tranquille. Est-ce que tu as été impressionné un peu ou pas du tout? Est-ce que par moment Claude a été impressionné quand même? Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive dans des gestes techniques. C'est vrai que nous on était à l'entraînement, il y avait que des internationaux. Dans le groupe, on était 25, que des internationaux et des leaderships dans leur équipe nationale. Donc à partir du moment où tu es au Real Madrid, c'est l'entraîneur qui est à la base du projet. Donc il met ses 11, quand il met ses 11, il vous dit tout de suite, ça c'est mes 11, mes meilleurs. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc les autres, ils attendent. Donc il avait c'était Del Bosque, il avait une stratégie. C'était un grand joueur à la base. Donc il savait qui était dans la base, dans la colonne vertébrale pour qu'on puisse gagner des titres. Donc lui, c'était rare qu'il discutait. On était des compétiteurs à la base, donc on voulait gagner. Donc des fois, il remettait un peu les choses vite fait, mais il parlait pas beaucoup, parce qu'il savait qu'il avait des grands joueurs devant lui, ces joueurs-là voulaient gagner des titres, tout simplement. Et à cette époque-là, ou même parce que ces joueurs sont hors normes, tu vois. Les égos, ça se gérait comment? Tu vois, parce que est-ce que tu as une anecdote ou des choses? Parce qu'aujourd'hui, on connaît, le foot a bien changé. Mais là, on parle de Zidane qui doit prendre sa place, de Ronaldo qui doit prendre sa place, de Raoul qui doit prendre sa place, de Maké, Beckham aussi après qui arrive. Tu vois, comment tu fais pour justement gérer entre vous? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est convivial? Oui, dans tous les groupes, il y a des tensions. C'est vrai que de nos jours, quand on voit ces tensions-là, on est surpris. Mais ça date des siècles et des siècles. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais il faut savoir mettre son ego de côté de temps en temps
pour un seul objectif quand vous êtes dans ce genre de club, c'est gagner des titres, c'est tout. Le reste, ça ne les intéresse pas, votre ego. Vous êtes payé pour gagner des titres, donc vous allez chercher les titres. S'il n'y a pas de titre, ben, on fait un nettoyage tout simplement. Donc voilà, au prochain qui viendra, qui sera conditionné pour gagner des titres encore. C'est une continuité et c'est l'identité. Donc après, c'est beaucoup de dirigeants, beaucoup de gens changent la donne avec soi-disant un secret spécial où ils ont la donne. Je pense que dans le football, il n'y a pas la donne. C'est les joueurs qui font, l'entraîneur, on est des faiseurs de rois. Les joueurs, on est des faiseurs de rois. Sans nous, il n'y a pas un président, il n'y a pas un directeur sportif, il n'y a pas un directeur technique, il n'y a pas de sponsoring. Voilà. Donc, à la base, oui, on est esclave de ce côté à part. C'est pour ça que j'ai toujours dit, pour qu'un club puisse avoir une ligne de conduite, une colonne vertébrale, ils doivent séparer les deux lignes. Avoir une équipe performante, faire des performances, et ça gomme les négativités qu'il y a autour, politique, toutes ces choses-là. Et nous, on a eu de la chance de le faire à Paris, quand je suis arrivé à Paris. Voilà. Avant que Colonie Capital vende le club qatarien, et puis après le qatarien, ils ont fait de ce club une des plus grands clubs dans le secteur de Real Madrid, Barcelone, parce que Paris, c'est devenu un très grand club au niveau mondial. C'est clair. J'aimerais revenir sur un mot que tu as utilisé, conditionner. Conditionner à gagner, Claude. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai joué à mon niveau. Toi, tu as joué, tu as été dans le vestiaire du Real Madrid. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle pression, en fait, de devoir te dire que tu commences ta saison de gagner la Liga, la Champions League, toutes les coupes qu'il y a à gagner. En fait, c'est quel genre de pression? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être pas pesant, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on te fait comprendre, en fait, quand tu sais? Oui, mais c'est une histoire. Déjà, quand tu signes au Real Madrid, tu as l'histoire. Direct. Donc ça donne la donne. On n'a pas besoin de parler. Voilà. Parce que quand tu vas là-bas, tu veux faire partie de ces histoires-là. Exactement. Donc il faut créer à perpétuer une histoire, une continuité. Donc à partir du moment où tu vas là-bas, c'est voilà. La plupart des joueurs qui vont au Real Madrid, pourquoi? Pour gagner quoi? La Champions League. C'est clair. Voilà. Parce qu'ils savent qu'il y a une possibilité d'être dans le carré où on peut se permettre d'aller en finale. C'est que ça, c'est que la donne. Après, le football a changé, il y a des joueurs qui ont beaucoup différentes ambitions. Mais une ambition d'un compétiteur, c'est voilà, de compétir dans les plus grands clubs où les légendes sont passées, les vrais joueurs qui ont fait l'histoire. Et voilà, c'était un honneur pour moi de faire partie de ce club-là et d'avoir contribué à l'histoire. Et tu la gagnes en plus, hein, la Champions. Ouais, la gagne. On n'était pas les meilleurs. Parce que Leverkusen, il était beaucoup plus fort que nous. Mais on l'a gagné de quoi? De standing, de charisme. On l'a gagné que par ça. Et c'est ça qui fait la différence par rapport au Real Madrid. Ça veut dire que cette crainte-là fait en fonction que on est un peu déstabilisé, quoi. Et puis après, quand tu as des grands joueurs à l'intérieur, avec le geste que Jésus l'a fait, donc il peut le refaire 1000 fois, mais c'est un geste dans les annales du football. Ben oui. Décris-moi ce geste d'ailleurs. Attends, tu fais une passe décisive dans cette finale, non? Non, non. C'est pas. Ok. Mais décris-moi ce geste de. Mais non, c'est les gestes de spontanés des grands joueurs. C'est des choses que tu voyais souvent à l'entraînement? Est-ce que c'est des gestes comme ça? Oui. Nous, on avait des heures d'entraînement. Des gens, quand on faisait le taureau, les deux qui étaient à l'intérieur, ils restaient un moment. Tu n'avais pas intérêt à rester un moment. Donc pour sortir de là, il fallait faire une photo. Mais c'est impressionnant. Parce qu'il n'y a pas des vidéos. Ouais, c'est plus comme maintenant. Ça a changé, c'est clair, ça a changé. Nous, chaque entraînement, c'était un spectacle. C'était full, les tribunes. Ah, toujours? Ah oui, c'était télévisé, des fois. Chaîne Madrid. Donc, si tu connais pas le Real Madrid, tu viens, là maintenant, tout est croisé, il y a close, on ne peut pas y aller voir les entraînements. Nous, c'était ouvert. Ah, c'était ouvert. Ah, ouais. C'est intéressant. On va pas parler forcément du transfert, mais j'ai envie que tu me parles de la vie avec Mourinho. Raconte-moi un petit peu ce caractère. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté?
Ah, il m'a apporté beaucoup de choses par rapport à différents entraîneurs que j'ai eus. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, Mhm. très très intelligent au niveau mental, au niveau, comment dirais-je, meneur d'homme. D'accord. Donc non, non, moi au contraire, ça a été directement à partir du moment où il sait que tu es un compétiteur que tu veux gagner, euh, il sera toujours derrière toi. C'est quelqu'un qui te défendra jusqu'à la mort parce que voilà, c'est quelque chose que tu lui emmènes et que lui peut te redonner au niveau de tes ambitions Mhm. personnelles et les ambitions d'une équipe. Donc j'ai jamais eu aucun problème, au contraire, on a été très fusionnels. Très très proche. Ouais, Vous avez gagné 2 titres. Hein. ouais, c'était très rare à l'époque. C'est très rare en plus à l'époque. Très, très rare avec beaucoup d'équipes compétitives. Je te parle d'Arsenal, je te parle de Manchester C'est United, clair. Liverpool. Et encore, il y avait, même dans les petites équipes, il y avait des très grands joueurs. On parlait au coach qui joue à Bolton, à Anelka, c'était très, très, très compétitif. Donc, je pense il a réussi à emmener quelque chose de différent que Chelsea avait besoin, de passer au-delà des titres. Et c'est vrai qu'avec les moyens Abramovich qui est arrivé, qui avait mis les bases, donc c'était du tout gagné pour Mourinho. Après, il a fait une équipe très très compétitive. Et toi, comme ça, quand tu passes de ce vestiaire de Real Madrid à celui qui n'est pas celui du début, parce qu'au début c'est Ranieri, mais aujourd'hui, quand tu, avec du recul, c'était laquelle la meilleure équipe? Oh, non, non, il y a deux contextes. Il y a deux contextes. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a même posé la même question. J'étais avec Boutragueño et quand Guardiola a posé la question à Guardiola, c'était quoi votre... Oui, Et ils lui ont posé exact, la question. exact. Il a eu du mal à répondre C'est compliqué. parce qu'il sait ce que c'est la première ligue. Et je dirais même, je ferai honneur par rapport à ce qu'il a fait en première ligue. Parce D'accord. que c'est les plus difficiles, être régulier. Hmm. Voilà. Barcelone, il y a des bases. Lui, il était dans la base. Il y a eu une continuité quand il est arrivé. Donc, il y avait déjà une ligne de conduite. Guardiola, il est venu dans la base. Il a installé un rendement qui, je pense que, ouais, faut lui faire honneur tout simplement, quoi, parce que c'est pas facile la première ligue. Hein. Non, c'est clair que qu'on s'en rend pas compte. Mais t'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. Claude. Quelle est la meilleure équipe? Euh, J'entends, non, c'est compliqué. je peux pas comparer les deux équipes, mais tu peux pas comparer l'équipe qu'on avait à Madrid parce que on a démontré quand même quand on est arrivé en Champions League avec Manchester United, l'équipe qu'ils avaient, euh, il y avait un décalage. On voit dans les deux matchs. C'est clair. Il y a un décalage d'ambition, de personnalité, d'entamer un match dans des conditions d'une tranquillité, d'un calme. Et c'est l'ADN de Real Madrid. Donc si tu ne l'as pas, faut... J'ai appris une chose, après bon, là c'est un reportage, des fois physiquement tu es cuit, mais ton adversaire doit pas comprendre que tu es cuit physiquement. Donc faut que tu passes au-delà de tes capacités physiques pour lui montrer que ah, il n'y a rien aujourd'hui pour toi. Et ça, Et ça, nous, on savait le faire. Ça, je l'avais déjà en moi, je l'ai développé au maximum, parce que voilà, après les entraînements, je restais, je travaillais mon corps, parce que dans notre corps, il n'y a pas qu'un corps, c'est il y fort a ce que tu dis. multiples corps. C'est souvent on oublie. C'est fort ce que tu dis. Il y a le poumon, le cœur, le sang, les os. Donc tous ces corps-là doivent s'adapter à un système. Donc il faut relier ces sens-là pour être beaucoup plus fort. Cerveau. Donc souvent on oublie. Après c'est question d'éducation, c'est question de savoir à qui peut te le transmettre. Donc moi j'ai eu tous ces détails-là parce que voilà, c'est ce que je dis toujours, j'ai eu un père qui avait ces sens-là, qui me disait qu'il faut travailler ces sens-là. C'est pour ça que j'ai réussi à m'adapter avec mon petit gabarit. J'allais dans des situations où je pouvais être en contact avec quelqu'un qui était 4 fois plus que moi, mais c'est dans le timing où tu arrives, dans le timing où tu es posé, qui fait que il peut être
fait faire 2 mètres, il ne pourra pas te bouger parce que tu es déjà préparé pour l'impact. Pas pour l'impact pour faire du mal, Non, pour bien sûr. l'impact pour qu'ils sachent que tu vas être présent physiquement. Voilà, donc c'est tous ces détails-là qui fait que les grands joueurs arrivent à ce niveau-là. Tu vois, c'est vachement intéressant parce que tu vois, tu penses à ça et tu te dis, il y a toi, il y en a d'autres, mais est-ce que tu arrives à inculquer ça à tout le monde? Non, Tu vois, est-ce que tout le monde, dans une équipe, peut-être comme ça, tu vois, tu as un Mourinho ou Del Bosque, mais est-ce que tout le monde peut suivre ce navire avec autant de non, constance? non, je pense que si tu ne l'as pas développé dès le petit et tu ne l'as pas, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de problèmes de santé, Mmh, de blessures, mmh. de fatigue. La fatigue, c'est l'ennemi public numéro 1 d'un footballeur. C'est là où viennent les blessures, c'est là où vient. Donc, c'est ce genre de stress, c'est ce genre. Faut savoir avoir la méthode pour enlever tous ces côtés fatigue. Parce que si tu n'as pas ce côté fatigue, tes sens peuvent se défendre. C'est comme se dit, le corps peut tenir, les poumons peuvent tenir, C'est vrai, le cerveau peut tenir, c'est vrai. tes articulations peuvent tenir. Donc, c'est tout un complexe. Le corps est de complexe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si on prend des exemples, c'est un mec comme Ronaldo, je prends. Mmh. Il a compris tout ça. C'est pour ça qu'il dure. Il peut jouer jusqu'à 45 ans. C'est vrai. Parce qu'il a compris que c'est la machine qui décide. Voilà. Donc je peux aller plus loin. Donc je l'entretiens, je mets beaucoup de fuel, de gasoline, la vidange. Et c'est Donc clair, c'est clair. je On se peux rend pas continuer compte, à prendre du plaisir, tout simplement. mais la première ligue, ça évoque quoi pour toi? Un football d'homme. Est-ce que c'est, quand on regarde ta carrière énorme, est-ce que c'est on va dire le football où tu as pris le plus de plaisir? Ou le tiki-taka du Real Madrid était Les deux, les deux, hein, les deux. Différentes situations, différentes cultures de football. totalement. Voilà, différentes plateformes. Donc j'ai aimé la plateforme en Espagne et j'ai aimé aussi la plateforme en première ligue. Mais la base, c'est la formation française. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la formation française, c'est la meilleure au monde. Mais on n'arrive pas à nous exporter à l'étranger. On utilise la plateforme, mais on n'arrive pas à l'exporter à l'étranger. C'est pour ça qu'on fait moins d'entraîneurs. Il y a moins d'entraîneurs à l'étranger parce qu'on n'est pas reconnu. Mais il faut faire un travail dessus. C'est comme en Afrique aussi. Je veux dire, c'est les Africains même qui doivent reconnaître les entraîneurs africains pour pouvoir qu'eux s'exportent à l'étranger. C'est vrai. Si on ne les reconnaît pas ici, on fait que des coups, on n'avancera pas. Et au niveau de la vie, Claude, Mm. on sait que, autant Madrid que Londres, ça peut être chaud. Hein. Ça peut être chaud. Est-ce qu'on arrive, quand on est un joueur de ton calibre, à garder la tête froide à chaque moment? Non, tu me vois comment je suis, hein, j'évite ces choses-là. Hein. Je suis quelqu'un de. J'aime bien être dans mon coin. Parce que tu ne peux pas t'exposer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Quoi ça dans la vie. Mais surtout dans le sport, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Donc à partir du moment où tu ne peux pas être tout le monde, il faut savoir faire. Savoir être discret, tout simplement. Voilà. Donc j'ai toujours été discret dans ma vie. Après, ça ne m'a pas empêché de vivre avec mes propres amis personnels, avec qui je peux faire des choses qui me connaissent pas le footballeur, qui connaissent l'homme. Mais la plupart des gens ne connaissent pas l'homme. Connaissent Claude Makelele, le joueur, mais l'homme ne connaissent pas. Donc c'est mes proches, les amis proches à moi qui savent m'analyser, ils savent qui je suis. Voilà. Donc c'est des choses où j'ai pu faire et j'ai su faire pour, voilà, c'est une sorte de protection tout simplement, quoi, parce que voilà, des fois on crée des ennemis sans le savoir. C'est clair. Voilà. Donc voilà, moi je suis pas comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, avec du recul, la carrière est finie, une carrière, franchement, comme je l'ai dit déjà, hors norme. Donc, c'est qui Claude Makelele? Faut le côtoyer tout simplement. Hein? Faut savoir le côtoyer, s'asseoir dans le contexte non footballistique, et puis voilà, avoir une conversation, discuter. La plupart des gens qui ont une conversation avec moi, qui ont discuté avec moi, voilà, ils ont eu une autre vision de moi qui était différente tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'estime que je ne peux pas juger quelqu'un sans le connaître. Donc je mets des pincettes sur ça parce que voilà,
on a tous un miroir, on démontre quelque chose, mais ce qui est derrière, on peut le cacher parce qu'il y a une vie de famille, on a des enfants, on a des frères et sœurs, on a des parents. Donc tout ce cocon-là, des fois, faut le préserver parce que souvent, dans les attaques, on a la capacité de surmonter ça, mais on a des enfants, on a des frères, on a le père et le mère qui ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Donc c'est souvent difficile à gérer. Après Claude, il y a l'arrêt. Comment a été pour toi le fait de devoir arrêter? Après rebondir sur la reconversion du rôle d'entraîneur ou d'entraîneur que tu as eu, mais comment un joueur de foot qui a fait que ça toute sa vie arrive en terme et en phase avec lui-même de dire ok, il est temps? Je me suis préparé. Je me suis préparé quand je suis arrivé dans les trentaines, passé trentaine, je me suis dit bon Claude, il y a un moment ou un autre, faut que tu laisses la place. Pas arrêter, il faut que tu laisses la place. C'était différent. Donc j'ai décidé de faire une carrière différente avec anticipation de faire mes diplômes, d'avoir les bases théoriques parce que dans la pratique, on est les champions du monde. Voilà. On a une vision. Mais mettre en théorie, en pratique, c'est ça qui m'a permis de comprendre ce métier, de comprendre les entraîneurs, l'application, toutes ces choses-là. Donc je le faisais naturellement, mais bon voilà, maintenant, il faut savoir le transmettre à la génération, à les joueurs. C'est là où dans la difficulté. Je pense que j'ai bien fait d'aller pas dans la difficulté, mais dans l'apprentissage de ce côté-là. J'en avais besoin, je n'avais pas les codes, mais je l'avais en moi, au niveau pratique. Donc il fallait vraiment que je mette en théorie pour savoir, parce que j'estime que pour parler à un joueur, il y a différents joueurs d'intelligence. Donc il faut toujours se mettre à leur niveau pour leur expliquer. Un joueur qui n'a pas une intelligence de capacité à comprendre, donc tu te mets dans son niveau de langage. À partir du moment où tu le mets dans son niveau de langage, il va te comprendre. C'est sûr. Mais si toi, tu as un niveau supérieur, il ne va pas comprendre tous ces détails-là. Et je pense que c'est ça l'éducation footballistique. Il faut savoir se mettre au niveau des joueurs pour qu'ils apprennent rapidement. Et souvent, on oublie, on n'a pas le temps pour ça. Mais il faut avoir une équipe à côté de lui pour passer le message. Et c'est pour ça qu'il y a des adjoints, il y a des hommes de main, tout parce que l'entraîneur n'a pas toujours ce temps-là. Donc il se projette dans les matchs, dans l'analyse. Donc il faut absolument qu'il y ait une structure pour que le joueur puisse comprendre rapidement la structure du jeu, la base, tout pour être performant le week-end. J'ai pas envie d'en faire une affirmation, mais est-ce qu'aujourd'hui, bon bien sûr, tu as eu des expériences en tant que coaching, mais tout ce que tu viens de dire est très très juste. Est-ce que tu penses que dans la méthode que tu as, toi, approchée au début, est-ce que tu avais cette lucidité et ce recul-là déjà, ou c'était pas trop tôt, ou est-ce que ça n'a juste pas marché parce que... Peut-être ça marche là. Ah, peut-être. Ça marche là parce que... Moi, c'est comme dans le football, j'étais très patient. Dans les exemples à Paris, quand tu le tues, on voyait tous ces Rabiot, tout ça. On avait une vision, on les voyait arriver. Donc on les a intégrés dans le groupe professionnel. J'étais à UPenn pour Spider Academy. La plupart des joueurs que j'avais, ils sont à la CAN. Là. Il y en a, ils sont en Asie. Il y en a, ils sont en équipe nationale du Qatar. Ils sont en finale. Je ne sais même pas s'ils l'ont gagné. Tout. Donc c'est une vision que j'avais, mais dans le football, ça prend du temps. Le résultat vient toujours après. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'étais. Donc le fait de les voir déjà à ce niveau-là, c'est ma victoire. C'est mon trophée. Je n'ai pas besoin de crier à tout va parce que non, ça ne m'intéresse pas. Mais en tant que head coach? Oui. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu veux? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'âge. Maintenant, j'ai décidé. Voilà. Tu as décidé. Je prenais un peu plus de temps pour tous les jours d'apprendre. J'ai été à Chelsea, dans le développement, pour faire développer ces jeunes-là. Donc oui, maintenant, j'ai décidé parce que il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas éducateurs. Je ne donne pas la donne, hein, mais il y en a qui ne sont pas éducateurs. Moi, je suis un éducateur. J'ai été formé comme ça. J'ai envie de faire développer ces jeunes-là, ces joueurs-là. Avec un compétiteur, un grand joueur, tu n'as pas besoin. C'est une sorte de discussion seulement. Claude, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, j'aurais envie d'être joueur. J'ai envie de revenir en arrière et que tu me donnes tous ces conseils que tu vas donner à la prochaine génération parce que c'est important.
c'est important, en fait, que les gens qui sont passés par là, qui ont gagné les plus grands trophées, mais même pas forcément ça, qui ont vécu l'expérience. Parce que souvent, on s'arrête au trophée, mais moi, je parle de l'expérience, du vécu, du détail que tu viens d'émettre en ce moment. Et honnêtement, j'aurais adoré t'avoir en tant que mentor éducateur. Non, je suis un dictateur, mais indifférent surtout. Mais parce que tous les entraîneurs, ils aiment gagner, c'est des gagneurs. Tu vois. Ils aimeraient bien inculquer ce côté-là à tous leurs joueurs. Mais c'est question, un joueur doit être réceptif. À partir du moment où tu as des joueurs qui ne sont pas réceptifs, c'est très difficile. Il faut qu'il ait envie d'apprendre. Et après, il faut le démontrer. Parce que un joueur te donne une capacité de 3 mois, 4 mois pour voir si ça marche ou pas. Donc la première donne, s'il voit que ça marche, il va aller à 200% avec toi. Parce qu'il a envie d'avoir cette continuité-là, progresser. Et c'est ça où les joueurs, je dirais les entraîneurs très intelligents, ils font cette colonne vertébrale-là. Parce que à partir du moment où le match commence, l'entraîneur n'existe plus. C'est les joueurs, c'est le leadership qui prennent le relais sur le terrain. Et ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'ont compris. C'est pour ça que c'est une colonne vertébrale, en général, il est très important. L'attaquant doit communiquer avec ses collègues. Au milieu, pareil. Derrière, c'est pareil. Parce que celui qui est là-bas, il n'a pas le temps de communiquer avec ceux qui sont derrière. Donc chacun a un rôle à jouer dans le... Voilà. Et c'est là où on voit dans les grandes équipes, tous ces grands joueurs-là, ils ont un rôle à jouer. C'est pour ça qu'ils sont toujours là au niveau, ils sont toujours compétitifs et ils sont là pour gagner des titres et puis être au meilleur de leur carrière. Et ça, il faut leur donner du respect. Claude, merci beaucoup pour cet échange. C'est un plaisir. Merci.